Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit update de mes dernières lectures. Ça va être un update de suite et fin de saga, mais en même temps je suis très contente que ce soit le cas parce que j'ai terminé 3 séries. Je vous ai fait la vidéo saga la semaine dernière et depuis en fait j'ai pu avancer des séries, notamment des suites qui sont sorties récemment, qui m'ont du coup permis de clôturer certaines duologies, donc ça je suis vraiment très contente. Je vais commencer avec une trilogie où franchement je suis très contente d'avoir eu les tomes directement dans ma palle parce que j'avais eu les tomes à Noël et ce qui m'a permis d'enchaîner déjà la série et également de ne pas rester sur ma petite déception du premier tome parce que vraiment le tome 1 n'avait pas été une très franche réussite pour moi. Et je suis très contente d'avoir eu la suite parce que du coup je ressors avec vraiment un meilleur avis en fait sur la série parce que le tome 2 et 3 ont été vraiment meilleurs je trouve par rapport au premier tome. Ça m'a beaucoup plus plu. Ce qui m'avait embêté dans le premier tome ne s'est quasiment plus retrouvé dans cette suite. Donc je parle bien sûr de la série Le Prince Cruel avec du coup le tome 2 ici Le Roi Maléfique et le tome 3 La Reine sans Royaume. J'ai lu le tome 2 pas très récemment, je l'ai lu fin janvier, quelque chose comme ça, mais du coup je voulais vous présenter la fin de la série en même temps. Le premier tome, je vais pas forcément revenir sur mon avis parce que ça a été vraiment une lecture en demi-teinte. Parce que la première partie du tome 1 a été une très grosse déception pour moi. Je n'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait un gros côté harcèlement qui moi personnellement m'a vraiment déplu, même pour un roman de fantasy. Donc j'avais vraiment du mal avec ce premier tome, mais en même temps la fin m'a donné envie de savoir la suite. Et heureusement parce que sinon j'aurais juste arrêté la série. Si vraiment le premier tome avait été... j'avais pas du tout aimé, j'aurais pas continué. Mais la fin me donnait bien envie de savoir un petit peu dans quelle direction allait partir l'histoire. Et j'avais très envie de continuer à suivre Jude. Et je suis très contente parce que vraiment la suite m'a beaucoup plus plu. J'ai préféré le tome 2. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont préféré le tome 3. Mais j'ai préféré le tome 2 par rapport aux événements. J'ai beaucoup aimé un passage qui se passait dans un lieu précis. Et alors le tome 3 j'ai bien aimé également, mais en même temps je trouve qu'il n'y avait rien de très surprenant au niveau de l'histoire et au niveau des actions des personnages. Donc ça a été une fin assez facile je trouve par rapport à la trilogie. C'est vraiment une série où je trouve qu'il ne faut pas forcément en attendre grand chose. Vous pouvez juste, ça se lit extrêmement bien, c'est une série qui se dévore. Parce que le style d'écriture est très accessible, parce que les romans sont quand même assez courts. Ils font 400 pages et quelques, mais en même temps c'est écrit extrêmement gros, cher ajout, donc en plus voilà. Je trouve que c'est une série où ça se lit bien. C'est pas extraordinaire, vous n'êtes pas obligé de la lire, vous n'allez pas rater quelque chose. Mais moi je trouve que voilà, ça se lit bien quand même. Pour vous faire un rapide résumé de cette série, parce que du coup le premier tome je l'ai lu au mois de janvier. On est dans une histoire de fantasy où au début en fait on est carrément dans notre monde à nous et en fait on va suivre pendant le prologue en fait on va suivre 3 jeunes filles qui vivent avec leurs parents. Et un beau soir, il va y avoir un monsieur qui va arriver chez eux et qui va s'énerver contre leur mère en lui disant qu'elle lui a caché des choses. Et au fur et à mesure, il va y avoir la mort des 2 parents des jeunes filles et le monsieur va kidnapper, on va dire, les jeunes filles pour les emmener dans son royaume qui est Terrafae. Donc on passe du monde des humains à un monde rempli de faées, puisque la plus grande des filles est en fait la fille naturelle de ce monsieur et du coup il a pris également les 2 autres filles qui sont des jumelles pour les emmener avec lui parce que du coup il considère que maintenant c'est un petit peu sa responsabilité. Et nous on va se retrouver du coup plusieurs années plus tard où les 3 filles ont grandi du coup à Terrafae et ont grandi du coup avec l'homme qui a massacré leurs parents. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Je vais pas rentrer trop dans les détails mais on va plus suivre le personnage de Jude qui est l'une des 2 sœurs, qui est donc du coup une mortelle qui vit dans ce monde de Terrafae et qui en bave extrêmement fort. C'est ça le côté harcèlement du premier tome, c'est qu'elle va en chier mais vraiment beaucoup pendant toute sa vie en fait qu'elle va connaître à Terrafae. Il va y avoir un gros côté harcèlement physique et moral que je n'ai pas aimé dans le premier tome. Voilà, c'est vraiment le côté que je n'ai absolument pas aimé, c'est qu'on a beaucoup de scènes comme ça, beaucoup de scènes de description de harcèlement et moi c'est quelque chose qui m'a pas plu du tout. Mais au fur et à mesure, donc il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu également dans cette série. Notamment elle va côtoyer le prince Cardan qui est à peu près du même âge qu'elle et qui est également dans le même établissement scolaire on va dire, si on peut pas appeler ça comme ça dans la partie de Terrafae, mais voilà, ils ont cours en même temps.
et qui est absolument détestable avec elle également. Donc voilà, on va suivre un petit peu ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on part plus dans une direction un peu politique, intrigue, ce que j'aime vraiment bien, même si c'est du coup des intrigues et des intrigues politiques comme ça par rapport à une saga de fantasy young adulte, donc forcément c'est pas très poussé, mais je trouve que c'était déjà intéressant à suivre et c'est ce qui m'a manqué un peu dans le tome 3, c'est que j'aurais bien aimé vraiment être surprise par rapport à plein de côtés comme ça, mais malheureusement ça n'a pas trop été le cas. Tous les événements, je trouvais que ça s'enchaînait bien, que du coup ça se lisait bien, qu'il n'y avait rien de très de bizarre en fait au niveau de la lecture, mais j'ai pas été surprise. Donc voilà, c'est une série. Je regrette pas de l'avoir terminée parce que vraiment je serais restée sur un avis très négatif du premier tome et là ça m'a permis vraiment d'apprécier davantage cette trilogie puisque le tome 2 et 3 m'ont beaucoup plu et il y avait beaucoup moins le côté harcèlement. Je dirais qu'il y en a encore un peu dans le tome 2 et qu'après voilà, on passe à autre chose. Donc je suis très contente d'avoir terminé cette trilogie. Par contre moi je suis désolée, le personnage de Cardan, je ne l'apprécie pas du tout, même après la fin de cette trilogie. C'est vraiment un perso, j'ai pas du tout su l'apprécier, il n'y a aucun côté de ce personnage que j'aime bien. Le personnage de Jude, il y a des choses que j'aime pas, je trouve que c'est assez facile à certains moments pour elle. Elle évolue, on va dire qu'elle grandit très vite, des fois c'est moyennement crédible, mais en même temps c'est un perso qu'on arrive quand même à s'attacher à elle, je trouve. Je trouve que les personnages secondaires, notamment ces deux sœurs, sont pas si exploités que ça. Malheureusement le personnage de Taryn, donc sa sœur jumelle, je m'en fous un peu qu'elle soit pas si exploitée que ça, mais j'aurais bien aimé également que Vivi, du coup sa grande sœur Faye, soit plus exploitée que ça parce qu'on la voit mais pas assez à mon goût. Donc voilà un petit peu pour mon avis pour cette fin de trilogie, donc une série de terminée en 2023, une série que j'ai commencé en janvier, que j'ai terminée en février, et ça franchement ça m'a fait tellement du bien d'enchaîner comme ça la série et j'ai très envie de faire pareil avec d'autres séries. Alors ensuite en début du mois de février il y avait la sortie de Our Dark Duet de Victoria Shop qui est donc le tome 2 de la série Monsters of Verity. Donc le premier tome c'était This Savage Song. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré la fin de cette duologie. Vous savez Victoria Shop c'est une de mes autrices chouchou, donc ça aide aussi parce que j'aime vraiment beaucoup son style, j'aime beaucoup sa façon de nous raconter les histoires, sa façon de faire des personnages qui sont quasiment toujours gris, qui ont toujours des choses à se reprocher, auxquelles on s'attache très facilement, et là ça a été le cas également avec cette série. J'ai limite préféré quand même ce tome 2. Du coup dans cette série je vais vous faire un rapide résumé avant de vous donner mon avis, mais on est dans cette histoire où on est plus dans un titre un peu, pas vraiment dystopique, mais je dirais en post-apo plutôt, on va dire, où en fait il y a eu la naissance de monstres suite à la violence des gens. En fait on est dans la cité de Verity et dans cette cité il va y avoir des monstres qui vont commencer à apparaître. Il va y avoir 3 types de monstres différents qui sont issus un petit peu de tout ce qui est de mauvais de l'être humain. Donc en fait si une personne fait un crime, fait quelque chose de très grave, ça va créer un monstre par rapport à ce que cette personne a fait. Et donc ça devient très compliqué à vivre parce que vous avez des monstres qui sont un peu pareils à des vampires, des monstres un peu pareils à des loups-garous, et vous avez un autre type de monstre assez particulier que je vous laisse découvrir. Et dans cette cité il va y avoir 2 dirigeants qui vont un petit peu s'élever et qui n'ont pas du tout la même façon de faire. Vous allez donc avoir une division de la cité de Verity avec le nord et le sud. Le nord où en fait peu importe si vous faites des actions qui vont créer des monstres ou pas, tant que vous avez de l'argent pour vous protéger, vous êtes en sécurité. Ensuite par contre quand vous faites vraiment, vous êtes des criminels ou vous faites des choses qu'il ne faut pas, vous allez être chassés on va dire, et en fait les personnes du sud ont une milice qui est composée principalement de volontaires. Et donc ils vont chasser les personnes qui créent les monstres, ils vont aller vraiment à la source du problème et du coup vous n'êtes pas obligé de payer pour vous protéger. Donc voilà, vous avez 2 catégories de personnes différentes qui vont du coup séparer la ville en 2, et nous on va suivre du coup 2 personnages qui sont Auguste qui est le fils du dirigeant du sud et Kate qui est donc la fille du dirigeant du nord. On va suivre un petit peu, ils vont finir par se rencontrer, on va suivre ça dans le premier tome. Là du coup on est dans la fin de cette duologie parce que c'est que 2 tomes pour cette série.
On a vraiment une bonne conclusion de l'histoire, je trouve. On a le côté qui m'avait un petit peu manqué dans le premier tome, c'est-à-dire un peu plus de développement par rapport aux monstres. Je suis très contente parce qu'en fait on va suivre des points de vue où justement en fait on suit un point de vue de monstre. Enfin voilà, je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais je suis très contente d'avoir eu ce côté-là et je trouve que ce tome 2 est vachement plus sombre et vachement plus, limite plus psychologique en fait que le premier tome. Je ne m'attendais absolument pas à cette fin, j'étais assez, comment dire, ça m'a un petit peu choquée quand même d'avoir cette fin là. Je ne m'attendais pas à ça, Victoria Schwab aime bien nous faire souffrir, donc ça a été vraiment compliqué pendant la lecture du tome 2. Je trouve qu'à certains moments, il y a un personnage, je ne veux pas vraiment rentrer dans les détails, qui du coup amène un petit côté de dépression en fait, parce que ce personnage du coup n'aime pas du tout sa condition, il ne s'aime pas vraiment lui-même et il a beaucoup de mal à s'accepter. Et en fait il y a vraiment un côté comme ça qui est amené et j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené. On s'attache en fait aux personnages, on s'attache à eux et on s'attache au fait que ils ne s'aiment pas et on essaye de leur dire mais t'es quand même quelqu'un de bien donc voilà, il y a plein de moments où en fait les personnages s'autocritiquent et je trouve que ça les rend encore plus humains. C'est pour ça que j'aime beaucoup Victoria Schwab, c'est parce qu'elle fait des personnages très gris, des personnages qui n'hésitent pas à faire des choses mal entre guillemets, mais en même temps ils sont obligés de le faire et on s'attache quand même à eux, on est quand même obligé de se dire bon bah oui t'as fait des choses horribles mais en même temps tu pouvais pas faire autrement donc j'aime beaucoup trop les personnages qu'elle crée à chaque fois et vraiment je m'attendais pas à ce que ce tome 2 soit aussi sombre que ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que le début était un peu lent à se remettre, enfin j'ai eu un peu mal à me remettre dedans au début parce que l'action n'est pas forcément présente dès le départ. Par contre après ça s'enchaîne, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé également le nouveau méchant on va dire qu'il y a dans le tome 2. J'ai vraiment bien aimé son développement donc très contente d'avoir terminé cette duologie, mais ce qui veut dire que pour l'instant je n'ai plus de titre en français à lire de Victoria Schwab. J'ai encore sa petite trilogie jeunesse là que je pourrais me prendre en VO pour la lire, mais il va falloir attendre des publications et ça je suis beaucoup trop triste parce que c'est vraiment mon autrice chouchou. Mais je pense qu'on aura peut-être une publication de la série qui est toujours pas sortie en français, qui est The Archived il me semble. Je crois qu'il y a 2 tomes, mais il y a 3 tomes de prévus, mais le tome 3 n'est pas encore sorti en VO. J'aimerais vraiment bien que ça sorte en français, mais je pense que ça va finir par être le cas parce que là ils nous ont sorti une série qui est sortie vraiment il y a pas mal de temps, donc je pense que cette année on aura peut-être un nouveau titre de Victoria Schwab chez Lumen et ça je suis vraiment ravie. Alors ensuite j'ai reçu de la part de chez Naos la suite et fin de la série Clone de la Nation de Mawen Alix, donc c'est le tome 2, Je suis Marie. Le premier tome c'était Marie 3, voilà tout simplement. Et j'avais lu du coup le premier tome directement à sa sortie, j'avais beaucoup aimé. Mawen Alix c'est pareil, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé sa série In Real Life qui est plus dans un genre dystopique. Et là du coup on est plus dans de la science-fiction futuriste, vraiment on est dans notre monde mais où il y a beaucoup d'améliorations au niveau technologie, où vous avez vraiment beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qui est liée à la technologie, notamment avec la présence d'IA un peu partout. Et nous en fait on va suivre Marie au début du premier tome qui vit tranquillement sa vie d'adolescente, qui va du coup bientôt partir à l'université. Elle a été acceptée à l'université de physique je crois, sur Paris et elle est très contente parce que sa meilleure amie a été acceptée également. Ils ont prévu du coup de passer les mois de vacances ensemble et de partir tranquillement à l'université. Sauf qu'il va y avoir des informations qui vont commencer à arriver en disant qu'il y a un clone de Marie Curie qui est en liberté, un clone historique, vu qu'en fait ici dans cette série on va parler principalement de clonage. Et donc vous avez 3 clones exactement qui sont partis d'un endroit où ils étaient censés rester et donc ils se sont échappés. Et donc vous avez beaucoup de police on va dire qui vont partir à leur recherche. Et Marie va commencer à être recherchée aussi parce qu'en fait les IA vont voir un peu son visage et vont dire c'est l'un des clones qui s'est échappé. Elle ne comprend pas parce qu'elle a toujours vécu sa vie dans un petit village de France et elle vit très bien, elle n'a jamais rien fait d'illégal, c'est pas du tout elle qui est en liberté, c'est pas du tout un clone historique. Et en fait elle va vite s'apercevoir que l'un des clones qui s'est échappé lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et elle va essayer de comprendre pourquoi.
et pourquoi en fait du coup les gens la considèrent comme un clone historique également. Elle va du coup devoir s'enfuir parce qu'en fait on va venir la chercher et elle va s'enfuir avec sa meilleure amie et on va essayer de suivre sa fuite. C'est vraiment un premier tome qui était bourré d'action, bourré de péripéties, c'était vraiment un page turner parce que vous avez le côté course-poursuite qui est présent dans le premier tome et qui l'est encore dans ce tome 2 parce que forcément on suit le premier tome et elle essaye de comprendre ce qui s'est passé, elle va essayer de voir qui sont ces clones historiques, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils se sont échappés, qu'est-ce qu'elle est elle, pourquoi est-ce que les gens du coup la confondent avec un clone. Donc voilà, elle va devoir se protéger un petit peu parce qu'en plus vous êtes dans une société où vous avez des caméras partout, vous avez des IA partout, donc très difficile de partir et de se cacher à un endroit. Donc elle va essayer tant bien que mal de comprendre un petit peu qui elle est et en même temps elle va vite apprendre en fait à la télé que son père a été arrêté du coup pour avoir fait un clone historique sans l'accord de qui que ce soit. Donc elle va essayer de dépatouiller tout ça pour avoir des informations et pour essayer de sauver son père. Là on est clairement dans la suite et fin de cette série qui m'a beaucoup plu. On a encore le côté page turner, je trouve un petit peu moins que le premier tome, mais en même temps c'est parce qu'on a toutes les révélations également de fin, on a toutes les révélations qui concernent Marie également qui vont arriver. Donc forcément il y a des moments où c'est moins page turner que le premier tome forcément. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un titre qui se lit tout seul, ils sont pas très longs en plus, ils font moins de 300 pages. J'aime vraiment beaucoup la plume de cette autrice, je trouve qu'elle a vraiment de bonnes idées en tout ce qui est science-fiction en fait. Sa trilogie In Real Life en dystopie m'avait vraiment beaucoup plu et là du coup je trouve que elle part vraiment dans un truc assez différent. Je trouve vraiment qu'elle a créé du coup une société qui est assez crédible par rapport à ce qu'on connaît nous et donc quand on lit cette série, on se dit clairement mais oui là elle nous présente un truc avec des IA, avec des trucs qui n'existent pas encore maintenant, mais tout est crédible en fait, tout est crédible, tout pourrait arriver à un moment donné dans la vie donc franchement c'est vraiment ça également ce point fort de cette série, c'est qu'il n'y a rien de trop extravagant au niveau SF. Vous savez, des fois vous lisez des livres un petit peu futuristes où on vous présente des trucs de technologie qui vraiment sont tellement éloignés de notre réalité que du coup c'est pas vraiment crédible, on a vraiment du mal à se projeter, enfin en tout cas c'est mon cas. Et même si on peut se dire que ça finira par arriver dans je ne sais pas combien d'années, mais du coup c'est pas vraiment... on peut pas trop s'y fier par rapport à notre temporalité à nous en fait, c'est surtout ça. Et là du coup c'était pas le cas, là je trouve que c'est très crédible, les personnages sont très attachants. Même s'il y a des personnages qu'on a envie de claquer parce qu'il y a des personnages que j'aime pas trop, mais ils sont quand même intéressants pour l'histoire. Et également la relation entre Marie et sa meilleure amie que j'ai vraiment beaucoup aimé également dans cette série. Donc très contente de l'avoir terminée. C'est une série qui se dévore vraiment, donc je vous la conseille si jamais vous aimez tout ce qui touche à ces thématiques, si vous voulez un livre de SF qui est très facile à aborder. Je lis vraiment tout seul avec ce côté page turner et qui aborde du coup un sujet qui est le clonage et vraiment le clonage historique également. Du coup on va avoir des informations sur des personnages qui sont assez vieux quand même, donc avec Marie Curie et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette série parce que vraiment ça se dévore. Et enfin le dernier titre que j'ai à vous présenter, je vous mettrai l'image quelque part parce que je l'ai lu en version numérique. Je vous avais dit dans ma pile à lire pour le challenge Romantasy que j'allais tenter de lire Guild. Donc c'est de Raven Kennedy si je dis pas de bêtises. C'est le premier tome de la saga d'Oren, ils ont appelé ça en français. C'est une série qui reprend un petit peu le mythe de Midas et c'est un titre qui a fait tellement le buzz, notamment sur TikTok, on l'a vu passer à peu près partout. Je dois dire que je ne m'attendais pas à grand chose avec ce titre là. Je savais que Nina l'avait bien aimé, que c'était une série qu'elle avait bien aimée, mais en même temps elle disait que ça s'améliorait au fur et à mesure des tomes. Donc là je me suis dit bon je vais me lancer dans le premier tome, on verra bien ce que ça donne. C'est de la romantasy, donc forcément univers de fantasy avec la romance qui doit quand même être assez présente. Bon, elle n'est pas très présente dans le premier tome, c'est un premier tome qui est assez introductif vu qu'en fait on va suivre le personnage d'Oren qui est une personne qui est captive du roi Midas depuis une dizaine d'années je crois. Elle vit dans une cage dorée, elle est elle-même dorée de la tête aux pieds. Le roi Midas l'a changée en une personne dorée parce qu'elle est sa favorite. Alors, bon, elle est sa pouliche favorite. Alors, il y a le mot pouliche qui est utilisé
tellement de fois. Je trouve que c'est extrêmement cringe d'avoir choisi ce mot-là. Je n'aime pas du tout. À chaque fois que je lisais ce mot, j'étais en mode... Non, il y aurait pu avoir un autre mot d'utiliser parce que vraiment le mot pouliche, j'en peux plus, hein. Vraiment je veux plus jamais l'entendre de ma vie. Le mot pouliche partout, j'espère que dans la suite ça sera beaucoup moins utilisé parce que là clairement ça va pas. Donc Oren a été un petit peu sauvée, on va dire, par le roi Midas quand elle était plus jeune, et depuis ce temps-là il la tient un peu captive dans une cage dorée. Bon, bien sûr elle a des appartements, tout ça, elle vit pas dans un 2 mètres carrés, mais elle n'a pas le droit de sortir, elle a très peu de contact avec d'autres gens, c'est la favorite de Midas, donc forcément elle est mise à part. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il a changé en doré, on ne sait pas vraiment comment c'est possible qu'il ait changé quelqu'un comme ça en doré, parce que forcément Mythe de Midas dit que c'est une personne qui peut changer les choses en or, donc tout ce qui touche en or, et forcément on se pose des questions sur comment il a changé un être humain en or sans forcément qu'elle se change en statut. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire. Vous avez le roi Midas qui est un roi d'un 6e royaume, je crois. Vous avez plusieurs royaumes dans l'univers. Et on va avoir un petit côté relation politique avec les autres royaumes qui va être abordé. On va savoir comment ça se passe, qui sont un petit peu les autres rois aux alentours également. Alors, dans cette histoire, dans ce roman, il faut savoir, alors il y a des choses que je vais pas pouvoir dire parce que YouTube maintenant a une tolérance zéro sur certains mots, donc je vais essayer de vous faire comprendre des choses sans forcément utiliser les mots adaptés. Il faut savoir que dans cet univers, notamment dans ce premier tome, vous allez commencer la lecture directement avec une scène de papouille collective, voilà, qui est assez longue, qui ne sert pas forcément beaucoup le roman et qui est assez descriptive. Je trouve que ce livre aurait mérité des trigger warnings qui ne sont absolument pas donnés par la maison d'édition, et je trouve ça complètement aberrant parce que ça aurait dû avoir une grosse pastille moins 18 comme ils nous avaient mis sur le tome 4 d'Akotar par exemple, vu qu'il y avait des scènes explicites. Là clairement il y a des scènes explicites pire que dans Akotar je trouve, et en plus de ça vous avez gros trigger warning également pour d'autres scènes dans le livre où vous avez agression sexuelle poussée, parce que je ne peux plus vraiment dire le mot, il me semble, parce que YouTube sinon va bloquer la vidéo, agression physique, vous avez vraiment beaucoup de trigger warning, voilà, si vous n'aimez pas ça dans le roman, si vous n'aimez pas ça dans la littérature, en fait ne lisez pas du tout ce roman parce que vous allez en avoir. Voilà, c'est un petit peu compliqué je trouve de sortir un roman, donc là c'est sorti chez Hugo Roman, et de sortir une série comme ça sans informer le lecteur parce que ils ont vendu ça en mode oui c'est de la romantasy, nanana, nouveau label, nouveau machin, pas de trigger warning nulle part, et il me semble bien qu'ils ont envoyé ce roman à des mineurs alors que vu tout ce qui se passe à l'intérieur de ce roman, de ce premier tome, je trouve pas ça normal. Vraiment, je trouve vraiment pas ça normal qu'ils aient envoyé ça en service presse à des mineurs. Voilà, bref, aparté terminé. Sinon, globalement, j'ai trouvé ce premier tome assez introductif au niveau du personnage d'Oren notamment. La première partie était vraiment pas folle. Je vais vous dire clairement, j'ai pas aimé la première partie. Je trouve qu'il y avait beaucoup de scènes qui étaient inutiles. On a des descriptions de là où vit Oren, on a des descriptions de sa relation avec Midas. Je trouve que c'est clairement un syndrome de Stockholm. Donc c'était compliqué pour moi de la première partie. Après, on évolue un petit peu, on sort un petit peu également de l'endroit où était Oren. Et on va également avoir d'autres choses qui vont rentrer en jeu, notamment plus des enjeux un peu politiques, des enjeux avec d'autres royaumes, et on a des petites intrigues qui commencent à être posées. Donc là c'était déjà plus intéressant au niveau de la fin du roman. Sauf que du coup il y a eu une scène assez compliquée à lire parce que vous avez une scène d'agression, donc ça a été compliqué. Également torture, mort et compagnie, hein, forcément vous avez la totale. Donc c'est un titre un petit peu compliqué, je trouve que... Alors il y en a qui mettaient ça dans la dark fantasy. Pour moi la dark fantasy c'est pas forcément ça, vous avez pas forcément le côté agression, notamment agression sexuelle sur des gens. Je sais pas si on peut mettre ça vraiment en dark fantasy. Vous avez le côté où c'est gore à certains moments, donc là je serais d'accord.
mais en même temps c'est pas non plus assez poussé pour que ce soit de la dark fantasy, donc je sais pas vraiment dans quoi le mettre, vraiment c'est limite un livre de fesses avec dans un univers de fantasy. Là dans le premier tome je me serais cru à relire certains passages de Game of Thrones dans certaines tavernes au début, donc voilà, autant vous dire que c'était pas très utile, je trouve vraiment la scène d'intro était pas utile, mais bon, soit. Je sais pas si je lirai la suite, je pense que j'essaierai peut-être le tome 2, parce que les intrigues et le mythe de Midas en soi ça m'intéresse bien. Et au niveau de la fin, je suis assez curieuse de voir l'évolution d'Oren, parce qu'elle est assez particulière, comme je vous l'ai dit, elle est toute en or, et elle a comme des rubans en fait au niveau de son dos qui descendent de sa colonne vertébrale, vraiment elle a plein de rubans. Et il se passe des choses en fait avec elle, avec ses capacités, donc je suis très curieuse de voir un petit peu ce qui va lui arriver et ce qu'elle est capable de faire. On ne sait pas trop, donc ça je laisserai peut-être le tome 2 pour me décider si jamais je continue la série ou pas. Également voir la romance qui doit être plus présente dans la suite de la série pour voir si jamais je continuerai ou pas. On verra bien. Normalement je pense que le tome 2 sortira cette année et on verra bien si jamais avec ce tome 2 si je continue la série ou pas. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu ce titre là. Je sais qu'il a fait un peu polémique par rapport justement au manque de trigger warning dans ce livre là, parce que clairement si vous n'avez pas envie de lire ce genre de choses, bah, c'est marqué nulle part que c'est là-dedans, et du coup c'est mis dans les rayons basiques. Alors je suis désolée, ça devrait pas être mis dans des rayons voilà, enfin en fait ce qui me perturbe c'est que par exemple quand je veux aller chercher un petit manga BL, il est caché on va dire dans un fin fond de rayon de manga parce que mon dieu c'est du BL, alors qu'il y a plein de BL où il y a zéro scène explicite. Je suis désolée, ma saga Sasaki et Miyano, je suis obligée d'aller la chercher dans un micro-coin de par exemple du Furet ou quoi que ce soit parce que c'est du BL, c'est pas mis avec tous les autres mangas, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est mis avec tous les autres titres alors qu'il y a tout ça dans ce roman. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de trigger warning. Alors il me semble que j'avais vu sur TikTok une personne qui expliquait que c'était pour... parce que en fait si vous mettez un livre en moins de 18 ou si vous mettez des trucs... des avertissements comme ça, vous avez moins d'aide de l'État pour sortir votre livre, enfin vous avez moins de... Vous payez plus en gros, je crois pour la production du livre vous payez plus, quelque chose comme ça, mais bon, voilà, je suis désolée, quand il faut, ils ont choisi de sortir cette série, bah il fallait faire les choses bien, je trouve. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce livre, je pense que ça a été assez médiatisé de toute façon sa sortie et ça a assez fait le tour sur les réseaux sociaux. Là j'ai également DNF, un livre qui est L'encre du passé de Erika Boyer. Pas parce que j'aimais pas, j'en ai lu 170 pages et en fait j'avais besoin de quelque chose de plus rythmé, quelque chose où il se passait beaucoup plus de choses. Là c'est de la romance contemporaine et en fait il se passait rien. Donc je m'ennuyais, vraiment je m'ennuyais, donc je l'ai mis de côté et je pense que je reprendrai peut-être un moment où je veux lire quelque chose de doudou parce que là clairement c'était très cute, très doudou, un style d'écriture un petit peu à la Brittany Setcheri, sauf que il me manquait de l'action donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté pour l'instant. Voilà, donc voilà pour mes dernières lectures. J'espère en tout cas que ce point lecture vous a plu, que vous avez peut-être pu découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire si jamais vous en avez lu certains. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.